Sérieux. Hulin Daf Nun Dalet, on va commencer par la Mishnah qui est en bas du Hamoud Aleph. Ve'elu kesherot babehema. Cette Mishnah, c'est la contrebalance de la Mishnah précédente. C'est-à-dire, c'est le pendant. Là-bas, on a parlé des tréphot, et ici, on parle des kesherot. Voici les behemoth qui sont kesherot, bien qu'ils aient un moum. Malgré le défaut, tout de même, la bête est kashère. Par exemple, Nikeva hagargeret. Si la gargeret, c'est-à-dire la trachée, a été perforée, bien qu'au niveau du véchet, l'œsophage, s'il est troué, la bête est terefa, au niveau de la trachée, bien qu'il y ait un trou, la bête est kashère. O shenis deka. Ou bien si par exemple, la trachée a été fendue. Il y a une fente dans la longueur de la trachée, et malgré tout, la bête est kashère. Alors c'est vrai qu'on ne comprend pas quel est le chidouche de Nikeva, parce que si tu me dis que même fendue, elle est kashère, à plus forte raison perforée, qu'elle est kashère, quel est le chidouche? Alors déjà, il faut bien préciser que quand on dit que un canet fendu, ici on parle de fendu dans la longueur, c'est-à-dire de haut en bas. Ça a été fendu de haut en bas. Mais on verra dans la Gemara qu'il faut qu'il reste quand même un petit chouïa en haut et un petit chouïa en bas. Il ne faut pas que la garguerette soit fendue entièrement de haut en bas. Il faut qu'il reste un epsilon en haut et en bas. C'est à ce moment-là que je dis qu'elle est tout de même cachère. Bien que la fente est tellement longue. Il faut également préciser que quand on parle ici de Nisdeka et que ça suffit qu'il reste un tout petit peu en haut et un tout petit peu en bas, on parle ici de fendu dans la longueur. Mais si c'était fendu dans la largeur, alors là, on a déjà appris plusieurs fois que c'est une question de rov. Tant que il reste la majorité, tant que même la moitié est encore intacte, c'est bon. Si on a coupé dans la largeur tellement jusqu'à ce que la majorité de la largeur de la circonférence du canet a été rompue, dans ce cas-là, c'est taref. Ça veut dire que il faut qu'il reste au moins la moitié, 50% de la circonférence qui soit intacte. Dès que la majorité a été rompue, c'est là que je dis que c'est taref. Ça, c'est au niveau de la coupure. Mais au niveau d'un trou, c'est quoi le chidouche? Alors écoutez bien, tout de suite dans la Mishnah, on va nous poser une question. Regardez. Ad kama tehsar. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Ad ke isar ha-italki. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabban Shimon ben Gamliel nous dit, attention, certes, un trou dans le canet, ce n'est pas problématique, la bête n'est pas terefa, mais il y a une limite quand même. Le trou crée ce qu'on appelle hissaron. Il y a deux sortes de trous. Il y a un trou avec une aiguille. Je prends une aiguille, je perce le canet. Ce trou-là, c'est un trou sans hissaron. Il y a une perforation, mais il ne manque rien de la matière. Puisque quand vous enfoncez une aiguille dans un tissu, par exemple, ou dans n'importe quelle surface, n'importe quelle matière, il y a un trou, mais il ne manque rien de la matière elle-même. Mais il peut y avoir une autre sorte de trou. Et c'est de cela qu'il s'agit dans la Mishnah. Et c'est ça le chidouche. Quel trou? C'est que j'ai coupé, j'ai pris des ciseaux, j'ai coupé tout autour. Et donc maintenant, je vois le trou. Il manque de la matière. Et c'est de cela qu'il s'agit. Bien que Nikeva hagargeret, de manière à ce qu'il y ait hissaron, c'est cachère jusqu'à une certaine limite. Et c'est ça ce que Rashbag m'enseigne. Et il me dit, Adkama tehsar, jusqu'à combien je peux tolérer, la mitzvot, combien je peux tolérer au niveau du trou, de la surface du trou? Eh bien, je peux tolérer jusqu'à Issar ha-Italki. Tant que le trou n'atteint pas une pièce de monnaie qui correspond
à la fameuse pièce qui s'appelait Issar, d'origine italienne. C'était en Italie qu'on utilisait les Issar, d'accord? Ça avait une surface bien connue. Tant que le trou n'a pas atteint ce Issar à Italki, c'est kasher. Ce ne sera taref que si le trou est plus que Issar à Italki. Très bien. Nifheta gulgolet velo nikav akum shel moah. Ou bien une bête qui a la boîte crânienne qui a été atteinte. Et il y a un trou. D'accord? Mais la membrane du cerveau n'a pas été atteinte. Il y a juste l'os du crâne qui a été perforé, mais le cerveau est resté intact. Dans ce cas-là, la bête, elle est tréfa ou pas? Non, elle est kéchéra. Mais attention, on verra dans la Gemara que si le trou, il est comme un cellar, c'est-à-dire que la surface du trou, de l'espace vide, correspond à une pièce de monnaie qui s'appelle cellar, qui était utilisée à l'époque, eh bien dans ce cas-là, la bête est terefa. Bien que la Mishnah ait dit que si le crâne a été perforé, tant que la membrane du cerveau est intacte, la bête est cachère, mais là encore il y a une limite. On ne peut tolérer un trou dans la boîte crânienne que dans la mesure où ce trou n'est pas trop large. Mais dès qu'il dépasse un cellar, la bête est terefa, bien que la membrane du cerveau est intacte. Encore. Nikav halev velo lebet halalo. C'est-à-dire, si le cœur est perforé, mais cette perforation n'atteint pas la cavité du cœur, le bet halal, dans ce cas-là, la bête est encore cachère, bien qu'il y ait un trou. Nishbera hashidra velo nifsak ahut shela. Si la colonne vertébrale a été brisée, mais la moelle épinière n'a pas été sectionnée, elle est cachère. Quand est-ce que le problème de la colonne vertébrale rend la bête terefa? Ce n'est que si ça a été suivi d'une rupture de la moelle épinière. Mais tant que la moelle épinière est entière, il n'y a pas de problème, même si au niveau vertèbre, il y a eu brisure. Nitela hakaved venishtayer remena kazait. Ça, on l'a déjà vu. Un foie qui a été réduit. Tant qu'il reste kazaït de foie, la bête est keshera. On avait vu que ce kazaït de foie doit se resituer où? Bemakom mara. D'accord? Ou bien Bemakom chez Haya. Et aussi, on se rappelle également que cette Mishnah n'est pas en adéquation avec la Mishnah précédente. Il y a une mahloket à ce propos. Est-ce qu'il faut qu'il reste quand même quelque chose? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut qu'il reste kazaït au minimum? Ou bien même moins que ça? Car la Mishnah précédente avait dit Velo nishtayer mimena klum. C'était la Mishnah dans Daf Membet, qui disait que si le foie était complètement nécrosé, qui a disparu totalement, mais si il reste même un petit chouïa, c'est kasher. Ça, c'est la Mishnah précédente. Mais cette Mishnah est en mahloket et elle exige au minimum un kazaït de foie. S'il reste kazaït de foie, elle est kasher. Hemses ou bet akosot, shenikevu zel et torzé. Alors, le hemses et le bet akosot, c'était les deux estomacs intermédiaires. On avait vu qu'il y avait 4 estomacs. Le keres, bet akosot, hemses et keva. Chacun de ces 4 estomacs de la bête permettait la digestion de l'aliment, et c'est ce qui permet également le ruminement des animaux cachers. Au début, l'aliment va dans le keres, après il remonte, et après il va au bet akosot, et après de là-bas il remonte dans la bouche. Ce sont des petits guérotes. La notion de guéra, marale guéra. Les petits guérotes, ce sont les petites boules
d'aliments qui se retrouvaient dans les alvéoles du bêta kosot. Dans les kosot, il y a des guérotes qui se forment, et marlé guéra. Et ensuite, elle digère à nouveau, et là, ça va directement du Kérez au bêta kosot au Hemses. Dans le Hemses, c'est Nimsas avec les sucs gastriques, avec les acides, et ensuite, ça va dans la Keva, de là-bas, ça s'évacue dans les intestins. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Que s'il y a eu une perforation dans le Hemses et bêta kosot, mais pas vers l'extérieur. Dans la Mishnah précédente, nous avions vu que si jamais il y avait une perforation, soit dans le Hemses, soit dans le bêta kosot, mais cette perforation était vers le Hutz, ça donne vers l'extérieur. Dans ce cas-là, la bête, elle est terefa. Mais dans la mesure où le trou qu'il y a dans le bêta kosot et le Hemses, ça se situe dans la paroi interne, qui est en fait la chair qui relie le Hemses au bêta kosot, donc le trou ne se voit pas de l'extérieur. Le trou, il est à l'intérieur. Donc ce trou-là, qu'est-ce qu'il permet? Il permet un écoulement du Hemses au bêta kosot, ou plutôt du bêta kosot au Hemses. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Parce que de toutes les façons, il y a un vase communicant entre les deux. Alors ok, maintenant il y a un trou supplémentaire. Alors il y aura encore plus de communication entre les deux. C'est problématique ça? Pas du tout. Quand est-ce que le trou du bêta kosot ou du Hemses est problématique lorsqu'il y a une aiguille? Ce n'est que si ça donnait vers l'extérieur. Le trou donne vers l'extérieur du bêta kosot ou du Hemses. Mais si l'aiguille, je la vois, elle est entre le bêta kosot et le Hemses, mais elle reste à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Hemses ou bêta kosot chez Nikevu, zel et torze. Ou bien nita la tehol. Nita la tehol. La rate. Une ablation de la rate n'est pas problématique. Elle peut survivre même sans thol. Thol, c'est la rate. Nita la thol. La rate a été retirée de cette bête. La rate, c'est où? C'est dans l'appareil digestif. Bon. Pourquoi la femme, c'est Docteur, même chez l'homme, c'est pas grave qu'il n'y a pas de rate. Non. Pourquoi non? C'est un appareil digestif. Ce n'est pas grave. On peut vivre sans rate. D'ailleurs, vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient avant à l'époque? Pour ceux qui faisaient le marathon, les coureurs, on leur retirait la rate. Parce que la rate, c'est ce qui donne la sensation de fatigue quand on court. Aussi le point de côté. Ouais, ici, ah, d'accord, c'est ça qui lève le point de côté là. Ouais, c'est pour ça qu'il est raté, le pauvre. Oh. Quand il conduit, il est dératé. Quelle est la fonction de la rate? Ah oui, C'est un cimetière à l'oble rouge. C'est un cimetière à l'oble rouge. Voilà. C'est qui fait le Kaddish un peu l'oble rouge. Et quand on n'a pas la rate, il y a un globule rouge. Si on enlève la rate, il y a c'est un une fonction germe vitale. qui peut. Hein? C'est une fonction vitale. Si tu me dis c'est un cimetière à Non, globule mais il rouge, peut mourir ailleurs, il n'a pas besoin de mourir là-bas. Hein? Bon, il peut mourir au Mont des Oliviers, il peut mourir ailleurs. par exemple. Pas de problème. Voilà. Mais il y a une bête qui a plus de rate. C'est bon. Mais ça permet aussi de mesurer ses capacités. Quelqu'un qui ne sent pas la fatigue, il peut aller trop loin. Ah oui. Il peut aller au-delà de ses limites. Parce qu'il... Ah, c'est dangereux, ça peut être. Oui, mais en soi, l'ablation de la rate en soi n'est pas problématique. Maintenant, vous allez entendre quelque chose qui va vous faire sursauter, et je vous demande, malgré tout, de retenir votre émotion. Regardez ce que dit la Mishnah. Nitelu hakelayot. Si les reins ont été retirés à cette bête, elle est tout de même cachère. Les deux reins. Nitelu hakelayot. On avait vu ça déjà. Ouais. Elle a la sécurité sociale, elle a la dialyse, elle a 100%. Alors voilà. Une personne qui n'a pas de rein, on sait, ne peut pas survivre. Alors comment peut-on comprendre cela? Alors, bravo. Il y a une différence entre l'animal et l'être humain. L'être humain sans rein ne peut pas survivre. Comme vous dites, il faut une dialyse.
Mais l'animal, étant donné il est ruminant, ça lui donne des facultés à pouvoir survivre à tous ces problèmes liés à la digestion et à l'assimilation de l'aliment. L'aliment est assimilé par le corps, même sans avoir ce filtre qui s'appelle les reins, et elle peut survivre. Donc à tel point que Nitelu Hakelayot, la bête peut survivre. Les autres animaux aussi, Comment? les animaux qui ne pas. Ceux qui ruminent pas lesquels? Le lion. Pourquoi qu'il n'était pas caché? Mais est-ce que sont eux? Le lion par exemple? Voilà. Et à la deuxième, On dit que c'est les ruminants, c'est ça. Pas des ruminants, c'est ça que je veux dire. L'oreille, elle fonctionne d'enlever tout ce qui n'est pas bon. Alors, Je vous lis ici l'explication. לכאורה נראית קביעה זו תמוהה, בהמה ששתי כליותיה ניטלו האח יכולה היא לחיות, אך ממחקר שנעשה לאחרונה, עולה שכפי הנראה מעלי הגרה כגון בקר וצאן, הם יוצאי דופן בדבר זה, וכנראה שמערכת העיכול שלהם משלימה במידת מה את תפקיד הכליות. ראה בעניין זה בהרחבה בספר תמוני חול. Bon. Encore. Nital halechi atachton. Si la mâchoire inférieure a été retirée, elle est tout de même cachère, mais à condition que la canée et l'œsophage restent évidemment reliés à la chair d'en haut. Et aussi, il faut qu'on puisse la gaver, cette bête, autrement, parce que sinon, comment elle va survivre, comment elle va manger? Nitela ha'em shela. Si la matrice de la bête a été retirée, eh bien elle peut survivre tout de même, elle n'est pas terefa. Haruta, qu'est-ce que ça veut dire haruta? c'est les stériles. Vous parlez de haruta? Oui, on lui a elle est stérile, on lui retire la matrice, elle est stérile, mais elle peut survivre quand même. Qu'est-ce que c'est que haruta? La racine du mot c'est harayot. Harayot shel dekel, le cœur du palmier. Le palmier, on sait que chaque année, il a une partie molle qui va naître, avec quoi on fait le cœur du palmier qui est tendre, qui est mangeable. Mais si on laisse sur l'arbre, ça va durcir. Ça va devenir une branche de bois. Quelque chose qui était mou, qui a durci. Alors, puisque c'est comme ça, la nature du palmier, on a emprunté ce langage, cette expression, qu'on a appliqué à des membres de la bête. Des membres qui sont mous dans l'absolu, et lorsque ça durcit, on l'appelle harut. Het, resh, vav, tav. Pas avec tête, comme harita, sculpté, gravé. Je parle ici de harayot, shel dekel. Alors la nécrose d'un membre, comme par exemple Haruta, elle a eu le poumon qui a durci. Comment le poumon a été nécrosé? Comment ça s'est fait? Eh bien par la peur. Cette bête a été traumatisée par un choc émotionnel, comme par exemple un coup de tonnerre. Elle a été donc tellement apeurée, effrayée, que son poumon a été saisi et suivi d'une nécrose. Voilà comment ce poumon est dur. Je le touche, on dirait de la pierre. Ça s'appelle Bidé Shamaï. Ou bien, par exemple, Harayot par un rugissement d'un lion. Il y a eu un lion qui a rugi à côté de ce bœuf. Il a été tellement effrayé que maintenant son poumon, chlet, il est harut, comme Harayot shel dekel. Quelque chose de mou qui a durci. Est-ce que cette bête-là, elle est cachère ou taref? La Mishnah nous dit, Haruta, elle est keshera. Haruta, attention, quand est-ce qu'elle est keshera? Que bidé shamayim. Haruta bidé shamayim keshera. Haruta bidé adam terefa. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez quelque chose de très très intéressant. Scientifiquement parlant, c'est incroyable
Comment David Amelech a dit Ni pelana beyad Hashem ou beyad Adam al epola, ki rabim rahamav. Une bête qui a été effrayée par un coup de tonnerre. Un coup de tonnerre, ça vient d'où? Du ciel. Eh bien, figurez-vous que son poumon, qui a été nécrosé, peut guérir. Elle peut récupérer. Mais si c'est à cause du rugissement d'un lion, ou bien un homme même qui est venu, qui a hurlé dans son oreille, et elle a sursauté, eh bien, figurez-vous que son poumon qui a été nécrosé ne pourra plus guérir. C'est ce qu'on appelle bidé Adam. Bidé Adam, c'est pas d'Afka Adam, ça peut être aussi Behema. Ça veut dire que c'est une créature qui est intervenue contre une créature. Mais quand ça provient du créateur lui-même, c'est récupérable. Et comment on peut le savoir? Maintenant, on a fait la shrita. On a trouvé un poumon, dur comme la pierre. Alors, c'est nécrosé. Kacher ou taref? On te dit, ça dépend. Bidé Shamaïm ou bidé Adam? Mais comment je peux le savoir, moi, aujourd'hui? Hein, je vais lui demander. Je vais dire, cher poumon. Alors écoutez quelque chose d'extraordinaire. On prend une bassine d'eau tiède et on y met dedans le poumon. Si petit à petit il récupère, c'est que c'était bidé Shamaïm. Sinon, c'est que c'était bidé Adam. Voilà, Marabou Ma'asecha Hashem Kulam Bechokma Asita. C'est très simple. Vous prenez deux bêtes. L'une, vous lui faites peur. D'accord? Résultat, vous avez un poumon nécrosé. Il y en a une autre qui était gentiment dans la prairie. Et après ça, personne. Il n'y a eu aucun lion, il n'y a eu aucun homme, personne ne l'a fait peur. Et après ça, tu vois les deux poumons de cette bête et de cette bête, les deux nécrosés. Tu prends les deux, tu les mets dans une bassine d'eau tiède. L'une, 2 secondes, l'une, ça récupère, et l'autre, ça ne récupère pas. Alors, donc, une étude qui a permis de constater la différence. Qu'est-ce qui les a amenés à les mettre dans l'eau chaude ou dans les... Qu'est-ce qui les a poussés à le faire? Alors, deux possibilités. Soit que au début, ça s'est fait comme toutes les expériences. Vous savez comment ça s'est fait les expériences? Vous avez déjà entendu parler du régime du camp? Ouais. Protéiné. Comment il a découvert ça? Et comment personne n'a pensé avant lui? Écoutez l'histoire. Il fallait mettre un poumon dans l'eau. Là, Attendez, vous allez comprendre. Je vous ai raconté une histoire pas pour rien. Ducamp, c'est un juif d'ailleurs, il a eu un obèse qui est venu le voir. Et qui lui dit, monsieur, il faisait le bonhomme 230 kilos. Il lui dit, monsieur, comment je fais? Il lui a dit, ben, faut arrêter. Qu'est-ce que vous mangez? Il lui a raconté son régime. Il lui a dit, eh ben, tu arrêtes. Tout est des protéines. Enfin, il aimait bien tout ce qui était gras et tout ça. Alors, il lui a dit, ben, faut arrêter. La viande, il faut arrêter les... Il a dit, mais je peux pas. C'est mon hobby, je ne peux pas m'arrêter, c'est pas possible. Alors, il lui a dit, on ne mange que ça. Tu ne manges rien d'autre, que de la viande et de la viande et de la viande. Le bonhomme est revenu en maigrissant. On lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, j'ai rien fait. J'ai fait ce que vous m'aviez dit. Vous m'avez dit de manger que de la viande. Et c'est comme ça qu'il a fait cette étude après d'une personne à l'autre, et c'est avéré vrai. Hein? C'est par hasard. Par hasard. Par hasard. Ça veut dire que c'est une expérience vécue qui est arrivée comme par coïncidence et qui lui a donné donc le fruit d'une expérience. Ce qui veut dire que parfois on peut obtenir des résultats par une expérience qui était par un événement. Non, même pas. C'est même pas voulu. On a constaté, c'est un constat qui est arrivé par hasard. Ok, ça c'est une chose. Maintenant, une autre, on peut comprendre que les Hachamim, eux, avaient des révélations. Par exemple, quand on vous dit que tout poisson qui a des écailles a forcément des nageoires, d'où ça sort cette expérience? D'où on sait ça? C'est par expérience? C'est un constat. D'où tu le sais? Mais il y a tellement il y a des milliers de poissons. Tu as vu tous les poissons qu'il y a dans les abysses? Dans le profond des abîmes. Ça s'appelle les abysses. Tu as été chercher tous les poissons qui sont dans les abysses pour vérifier ça? Alors comment tu le sais? C'est une massorette des Chachamim qui ont reçu jusqu'à Moshe Sinaï. Donc on a
ça aussi reçu. Comme chez Rabbeinu nous dit, tu prends le poumon nécrosé d'une bête apeurée par un tonnerre, eh bien, ça va récupérer. Effrayé par un lion ou par un homme, le poumon ne va pas s'améliorer. C'est tout. Hagluda, Rabbi Meir Marchir Vahachamim Poslin. On l'a déjà vu celle-là. Asdaxi. Bravo. Manque de peau. Alors, cette bête-là, elle est glouda, c'est-à-dire qu'elle est épluchée de son vivant. Vous voyez une bête qui tient sur ses quatre pattes sans peau. D'accord. Elle a été dépecée. Elle a été, pas dépecée, dépouillée. Elle a été donc dépouillée. Et maintenant, de son vivant, est-ce qu'elle est tréfa ou pas? Mahloket, Hachamim disent tréfa, Rabbi Meir dit que c'est bon. Mais même pour Rabbi Meir, on verra dans la Gemara qu'il faut qu'il reste quand même un petit bout de peau sur la colonne vertébrale. On verra cette précision dans la Gemara plus tard, Bezrat Hashem. Hein? Une qui est dépouillée et cachée. D'après Rabbi Meir. D'après Chachamim, Taref. Excusez-moi, je crois que j'ai dit le contraire. Pour Rabbi Meir, même si elle est complètement glouda, et pour Hachamim, si elle est complètement glouda, elle est tréfa, mais s'il reste quelque chose, voilà. Oui, en effet. Je vous lis le Bartanora. Aglouda shufshat ora me'aleha. Im nish'ar ba or kerohav sela al pnei hashidra kula שנמצאו חוליות השדרה כולם מחופים הרי זו כשרה. ואם נפשט ממנה רוחב סלע על פני כל השדרה, אף על פי שכל שאר עורה קיים טרפה, וכן פסק הלכה, נכון? Ça c'est la chita de... Ça c'est pour Hachamim. Donc excusez-moi. C'est le contraire de ce que j'ai dit. Pour Rabbi Meir, même si elle est complètement glouda, elle est cachère. Pour Hachamim, si elle est complètement glouda, elle est taref. Combien faut-il qu'il reste de peau, comme on verra dans la Gemara, sur la colonne vertébrale, comme dit ici, Im nish'ar bar or kerohav sela al pene hashidra kula shenimtseu holiot hashidra kula mechupim arezu keshera. S'il reste de la peau sur toute la colonne vertébrale, dans une largeur d'une pièce de monnaie qui s'appelle sela, tout va bien. Même pour Hachamim. C'est-à-dire que s'il reste de la peau ailleurs que sur la colonne vertébrale, elle est quand même sous là. Exactement, bravo. Exactement. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit après, c'est que même l'inverse aussi est vrai, que d'après Hachamim, elle est tréfa, même s'il n'y a que la peau qui est sur la colonne vertébrale qui a été retirée, elle est déjà tréfa, bien qu'il lui reste toute la peau du corps. C'est quoi l'idée? À nous de réfléchir tout seul. Laissons libre cours à notre imagination. Moi, je pense que la colonne vertébrale, c'est là où se situe la moelle épinière. C'est là-bas où il y a besoin de plus de protection. Bon. Le cœur de la bête, le cœur de la bête. Alors, maintenant Rabotaï, notre Gemara va commencer par l'analyse suivante. Regardez s'il vous plaît la Mishnah Daf Mem Bet Amoud Aleph. Regardez comment la Mishnah s'est exprimée. C'est le début du Pérek en fait. Elu terefot babehema. Voici les défauts que la bête peut avoir et qui la rendrait terefa. Elu terefot babehema. Nekuvat aveshet, sukata gargeret, nikav krum shel moar. Vous vous rappelez? Donc toute la liste des terefot. Ça c'était au début du Pérek. Elu terefot babehema. Voici la liste des terefot. D'accord? Alors maintenant, reprenons
notre Mishnah, nous, Daf Nun Dalet Amud Aleph, la Mishnah, relisons la première phrase, Ve'elu kesherot babehema. C'est-à-dire, ici on te dit, voici ce qui est kasher. Sous-entendu, ce qui ne fait pas partie de cette liste, c'est taref. D'accord ? Alors répétons. Là-bas, on te dit Elu kesherot. Pardon, là-bas, on te dit Elu terefot, merci. Là-bas, c'est Elu terefot. Ici, on nous dit Elu kesherot. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont entre les deux? Donc, il y en a d'autres qui sont entre les deux, forcément. Alors maintenant, les autres qui ne font partie ni de la Mishnah précédente et ni de la Mishnah actuelle, qui sont entre les deux, qui ne sont cités ni ici, ni là, ni ici, ni là. Quel statut est-ce? Quel est le statut? Bâtard. Est-ce qu'on va dire que c'est taref? Pourquoi taref? Parce que ici on t'a dit Elu kesherot. Sous-entendu, ce qui ne fait pas partie de la liste de kasher, c'est taref. Mais d'autre part, là-bas, on t'a dit Elu taref. Cette liste, c'est taref. Ce qui ne fait pas partie de cette liste n'est pas taref. Donc c'est kasher. Comment est-ce que je dois raisonner maintenant? J'ai un gros dilemme. C'est qui la Mishnah qui est précise? C'est laquelle Mishnah qui est précise? Est-ce que c'est la première Mishnah qui t'a dit Elu terefot? Ou bien est-ce que c'est la deuxième Mishnah qui m'a dit Elu kesherot? Parce que maintenant j'ai une déduction à faire. 2 secondes, patience. Je répète et je répète, parce que ça c'est hyper important. J'ai 2 listes. J'ai la liste du négatif. J'ai la liste du positif. Et on te dit, voici le négatif. Sous-entendu, ce qui ne figure pas dans la liste du négatif est positif. Après on te dit, voici le positif. Sous-entendu, ce qui ne figure pas dans le positif est négatif. Donc, de quoi il s'agit ici? Est-ce qu'il s'agit de ce qui figure clairement dans les 2 listes? Évidemment que non. Ce qui est clair, c'est limpide comme l'eau de roche. Tout ce qui figure dans la liste des tréfot, c'est tréfa, c'est clair. Tout ce qui figure dans la liste des ksherot, c'est kacher, c'est clair. Maintenant, par rapport à quoi j'ai un point d'interrogation? C'est par rapport à ce qui figure ni dans cette liste et ni dans cette liste. Alors maintenant, quel sera le statut de la nouvelle liste qui est neutre, qui est ni là ni là? Est-ce que je dois lui donner un statut de négatif parce que ça ne figure pas dans la liste du positif? Ou bien je donne un statut de positif parce que ça ne figure pas dans la liste du négatif? Quelle sera la réponse? Si je donne n'importe quelle réponse maintenant, c'est faux. Je dis ça, pourquoi pas le contraire? Tu vas dire ça, pourquoi pas le contraire? Alors on ne peut pas jouer maintenant à donner des réponses comme ça. Ah non, mais j'ai envie de dire comme ça. C'est pas délibéré, c'est pas un choix délibéré. De quoi ça va dépendre? La liste, elle est exhaustive ou pas? Ça va dépendre d'une chose. Laquelle qui est... Exhaustive, il y a tout. Laquelle qui est précis. Voilà, Lequel Elu, le mot Elu, ça veut dire voici. Quand je dis voici, est-ce que c'est voici précis ou bien c'est voici à peu près? Il y a ici une Mishnah qui a employé le terme de Elu et c'est Elu à peu près. Et il y a ici un Elu qui est Bediouk. Alors la question est de savoir lequel est Bediouk et lequel il est à peu près. On va avoir une mahloket. On va avoir une mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Et c'est ce qui va nous donner maintenant la différence par rapport à un cas de figure qui sera un cas de figure intermédiaire. Est-ce qu'il fait partie des tréfot ou il fait partie des ksherot? Ça va être la mahloket. Regardons. Comment? Parce qu'on nous a... On n'est pas dans la Torah de Ve'ele Amishpatim Asher Tasim Ifnehem Vav Mosif Al Inyan Rishon Nachon Ele Pasal et Arishonim Ve'ele Mosif Al Arishonim. On n'est pas dans le lachon de la Torah. Ici on a Elu Trefot Ve'elu Ksherot. D'accord? Ce qui veut dire Elu Trefot Ve'elu Ksherot, simplement voici les tarefs et voici les kashers. Donc il ne faut pas entrer dans le vav. Le vav n'a pas de signification par rapport à notre recherche. Le Tana, c'est les mêmes. Le Tana de cette Mishnah et le Tana de cette Mishnah, c'est les mêmes. Sauf sur certains détails. Par exemple, kazaït du foie, on a vu que c'est pas le même.
Itmar, la Gemara nous dit, Mahloket, entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, Rabbi Yochanan Amar, Elu Terefot Davka. Ve Rabbi Shimon ben Lakish Amar, Elu Kesherot Davka. Incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Elu, pour Rabbi Yochanan, c'est Davka, Elu Terefot. C'est la première Mishnah qui est Davka, qui est précise, qui est exhaustive. Et donc c'est Davka ça qui est Taref, et tout le reste c'est bon. Et donc forcément on va trouver un cas qu'on va évoquer dans quelques minutes. Ce cas-là, puisqu'il ne figure pas dans la première liste, qui elle est exhaustive, eh bien ça fait partie de ce qui est kasher. Ça c'est Rabbi Yochanan. Reish Lakish va me dire que c'est la deuxième Mishnah qui est la liste exhaustive. Et Lou Kesherot, ça c'est Davka. Et ce qui ne figure pas parmi le kasher n'est pas kasher. Si ce n'est pas kasher, alors pourquoi ça ne figure pas dans la première Mishnah des Trefot? Réponse, la liste là-bas n'est pas exhaustive. Le Elou de Terefot n'est pas une liste exhaustive. You understand? Ou je répète, c'est pas la peine. C'est bon, Baruch Hashem. Rabbi Yochanan Amar Elu Terefot Davka, et Rabbi Shimon ben Lakish Amar Elu Kesherot Davka. Merci, on a compris le principe. Mais maintenant l'application, concrètement, ça nous donne quoi, cette mahloket entre Rish Lakish et Rabbi Yochanan? Bema ekamefalge. L'objet de leur discussion, c'est par rapport à quoi? Bederav matna. De amarav matna, hai buka de atma, de shaf midurte. Rabbi Yochanan Amar, Elu Terefot Davka, Tana Terefot, Vetana Zehaklal, Vehazye le Derav Matna de Atia Bezehaklal. Maitama, de Damia le Natule, Tana Elu Terefot, Haneu de Trefa. Haderav Matna, Kesherai. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yochanan nous dit la chose suivante. Là-bas, la Mishnah de Elu Terefot, le mot Elu qui veut dire voici, c'est pour exclure un élément qui ne fera pas partie des Terefot. C'est qui? C'est Buka de Atma de Shaf Midurte. C'est le col du fémur. Le fémur qui est sorti du col, qui a été luxé. Est-ce que c'est Terefa ou Keshera? Eh bien, Rabbi Yochanan dit que c'est kasher, dans le sens où il n'est pas d'accord avec Rav Matna. Rav Matna dit que Haïbuka de Atma de Shaf Midurte Terefa. Lorsqu'il y a une luxation du fémur qui est sortie du col du fémur, selon Rav Matna, cette bête est Terefa. Rabbi Yochanan dit je ne suis pas d'accord du tout avec Rav Matna. Et moi je dis que c'est kasher. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, d'après moi, le Tana, dans la première Mishnah, il a écrit Elu Terefot. À quoi cela servait ce mot Elu Terefot? Voici la liste des Terefot. Boker Tov Yerushalayim. Tu n'avais pas besoin d'écrire Elu Terefot. Tu m'écris de toutes les façons tous les détails. Tu m'as écrit de toutes les façons tous les détails de Terefot. 18. 1, 2, 3, 4, 5. Tu es parti jusqu'à 18. Et tu m'as dit Terefa. Et après, en plus, tu m'as dit Zehaklal. Kol she'en kemota haya rezu Terefa. Regardez, s'il vous plaît, encore une fois, Daf Membet, Amoud Aleph, la fin de la Mishnah, Zehaklal, Kol she'en kamoa haya Terefa. Toute bête qui ne peut pas survivre, si elle a un défaut comme celui-ci, elle est Terefa. Ça vient rajouter quoi, ce Zehaklal? Regarde. Zehaklal, on avait déjà appris, grâce au Zehaklal, qu'est-ce qu'on a appris? Plein de cas, comme les Shaf Shema Teta, vous vous rappelez les 11 cas de figure, les 4 et les 7. On avait toute une série de cas de figure qui étaient inclus dans Terefa. Et tout ça, ça a été mentionné par allusion
par le Tana qui disait Zé Aklal. À quoi ça nous sert le klal? Tu viens m'enseigner un principe après que tu m'as énuméré tous les détails. C'est qu'il y a là la volonté de nous faire allusion à des cas de figure supplémentaires. C'est l'air. Alors le Tana, il te dit attention. C'est vrai que je fais allusion à des cas supplémentaires, mais il y a un cas que je ne veux surtout pas que tu l'inclues à l'intérieur de ces cas supplémentaires. C'est lequel? C'est le cas du col du fémur. Je ne veux surtout pas que tu considères que c'est tréfa. Parce que tu aurais pu te tromper. Parce qu'il ressemble au natoulé. C'est quoi natoulé? L'ablation. L'ablation de certains membres. Par exemple, le foie. S'il a été, il a disparu totalement. Ma'adin, taref. Nahon. Alors tu vas me dire aussi pareil, le col du fémur, quand le fémur est sorti complètement par cette luxation, c'est comme s'il n'existe plus. Et par conséquent, la bête est terefa, puisqu'il n'est plus emboîté à l'intérieur. Nigmar. Alors, tu aurais pu te tromper. Vient le Tana et te dit non. Elou terefot. C'est pas pour rien que j'ai écrit ces deux premiers mots. C'est pas pour m'amuser que je t'ai écrit ces deux premiers mots. Parce que si je t'ai déjà dressé une liste de terefot, tu as compris tout seul que Elou terefot. Pourquoi j'ai besoin de te le dire? C'est pour te dire Elou velo aher. Elou terefot. Velo machéou. Lequel machéou? Eh bien, Rabbi Hanan a dit, tu sais c'est quoi ce machéou? C'est le cas de figure de la luxation du fémur. Regardez s'il vous plaît, Tanazé Aklal en bas, mais Hazié. Regardez plutôt le premier Rashi de Dafnoun Dalet Amoudbet. Premier Rashi, ve Hazié, Tana, les Derav Matna, des Ilo Memaetle, Atiale, les Klal Terefot Bézé Aklal. Le Tana, il a vu que tu allais te tromper et que tu allais pouvoir inclure parmi les Terefot, au travers du Zé Aklal, même le cas du Rav Matna. Pourquoi tu te serais trompé? Des Damia, les Natoulé, des Matnitin, des Hanetulahi, ou min Trefotu, que des Amrinan Benita la Kaved, il Tana Elou Betrefot, les Maouté, les Aïda, des Tane Elou Betrefot, Tananame Elou Bekcherot, Afalgav de l'homme Maet Mide. Regardez la beauté du raisonnement. Le Elou Terefot, c'est précis. Pour exclure le cas de quoi? De Rav Matna, du col du fémur, qui ressemble à quoi? À Natoulé, comme Nita la Kaved. Alors maintenant que tu m'as dit tout ça, Toda Rabba Rabbi Yohanan. Merci Rabbi Yohanan. Mais j'ai une question à t'adresser. Comment tu vas comprendre le Elou Kesherot? Ve'elou Kesherot, c'est tout de même écrit Elou. Elou Kesherot, et pas Shafmi Dourte, Bouka de Atma, des Shafmi Dourte. Le fémur qui a sauté du col. Narod, tu devrais dire que c'est Taref, puisqu'il n'est pas inclus dans le kasher. Eh bien, il nous dit non. Le Ve'elou, le deuxième, il est Agav. Qu'est-ce que ça veut dire Agav? On l'a cité au passage. Comme on a voulu, par souci de symétrie, dans le style de rédaction des Mishnayot, on a voulu garder le même style, alors on a écrit Elou Terefot au début. Ça, c'était Dafka. Ça, c'était précis. Mais on a gardé également le même langage de Ve'elou Kesherot, bien que là, c'est pas précis, mais juste pour que ce soit symétrique, qu'on emploie le même style de rédaction. C'est juste, voilà, c'est technique, mais c'est pas du tout pour un enseignement. Alors, résultat des courses. Résultat des courses, d'après Rabbi Yohanan. Reprenons. Pourquoi est-ce qu'il dit que le Bouka des Atma des Shafmi Dourte, c'est kasher? Parce que dans la première Mishnah, c'est écrit Elou Terefot. Elou Velo, 3 points de suspension. Tu dois exclure quelque chose. Ah bon? Qu'est-ce que tu dois exclure? Mais pourtant, dans Zéaklal, tu inclus. Qu'est-ce que tu inclus dans Zéaklal? Kolchen Kamoa Haya Arizu Terefa. Toute bête qui a un défaut qui porte atteinte à son existence, elle est Terefa. Eh bien, moi, j'ai envie d'inclure, comme on a inclus les 11, les 4 et les 7, vous vous rappelez? Eh bien, je voudrais inclure également
Le col du fémur, quand ça a sauté. Je te dis pas du tout. C'est justement ce que le Tana a voulu exclure. En t'écrivant Elou Terefot, pour te dire Elou Velo Aher. Tu veux savoir c'est lequel Aher qu'il faut exclure? Bouka de Atma des Shaf Midourte. Le fémur qui a sauté de son col. Dos et dos. Alors après, tu vas poser la question à Rabbi Hanan. Si c'est comme ça, alors pourquoi on a écrit Ve'elu Kesherot? Il te dit Agav. Au passage. Puisqu'on t'a écrit Elu Terefot, alors c'est normal. De manière symétrique, on t'a écrit Elu Kesherot. Mais une liste aussi dans les Kesherot. comment? Donc ce qui ne serait pas dans l'un et dans l'autre, est-ce que chaque cas est un cas qui va être posé après? Donc le col du fémur serait posé, on a dit que c'était caché. Mais on trouverait autre chose. Une épaule de boisson. On dirait que c'est caché directement, sans avoir besoin de... Oui. Ça, il n'y aura même pas de safek. La seule raison pourquoi il y aurait eu un safek avec le col du fémur, c'est parce que c'est Damial et Natoulé. Ça ressemble. Ce qui fait que j'aurais pu me tromper. Et donc c'est pour cela qu'on a eu besoin de nous enseigner que surtout ne pas tomber dans le piège de l'erreur. On aurait dû le mettre dans tous les autres cas qui ne seraient ni dans l'un ni dans l'autre, ce serait quand même caché. Bediouk, bravo. C'est pour Rabbi Hanan. C'est ce qu'il a voulu inclure. Ça c'est l'approche de Rabbi Hanan. Pourquoi on l'a pas inclus directement dans Elou Kesherot, ça aurait été plus simple. Si c'était Dafka le cas qu'on a voulu exclure. Donc, pourquoi on l'a pas inclus? Très bonne question. Peut-être qu'il y a peut-être d'autres cas pareils. Bravo. C'est ce qu'on appelle Tana Veshier. Qu'est-ce que ça veut dire Tana Veshier? C'est que le Tana ne te dit pas tout. Il est, comme dit la Gemara, un Tana, à tout qui rochla, l'ihshiv velizil. Est-ce que le Tana, c'est un marchand ambulant qui va t'amener tous les produits à vendre, tous les produits commerciaux à vendre? Un marchand ambulant, il essaie de penser à tout. Il sait que les gens ont besoin d'un tournevis, ils ont besoin des boulons, ils ont besoin de vis. Il essaie de t'amener tout ce qu'il peut. Le Tana, c'est pas un marchand ambulant. Il te donne le principe et à toi de réfléchir tout seul pour continuer la liste. Alors, parfois il est exhaustif, parfois il ne l'est pas. Et la question est de savoir dans ces deux Mishnayot, où on a deux listes, je ne sais plus laquelle est l'exhaustive et laquelle ne l'est pas, eh bien Rabbi Hanan a dit, Elu Terefot c'est Davka, Ve Elu Kesherot c'est Lav Davka. Ok les amis, maintenant, nous allons aborder la démarche de Rish Lakish. Lui, Rish Lakish dit juste le contraire. Juste le contraire de Rabbi Hanan. Et par conséquent, quel sera le digne du col du fémur? Terefa. Rabbi Shimon ben Lakish Amar. Elu Kesherot Davka. Elu Kesherot Davka. Rish Lakish va dire que le Elu de la Mishnah de Elu Kesherot, ça c'est précis. Là, la liste est exhaustive. Tana Terefot, Vetana Zeaklal, Vehazye, le derav matna de loatia bezeaklal, Maitama, lav le nakuve damia, velav le pasuke damia, ulnatule nami lo damia. Tana elu kesherot, haneu de kesherot, haderav matna terefa. What is it? Rish Lakish te dit, excuse me, lorsque le Tana t'a donné la liste des Terefot, et ensuite, il t'a donné une règle, Zéaklal, pour ajouter sur la liste des Terefot, mais il a vu que tu allais pouvoir te tromper. Le Tana a eu très peur. Il s'est dit, je crains fort que les gens ne soient pas suffisamment futés. Et en disant Zéaklal, bien qu'en général, quand on a une liste de détails, et ensuite on a une règle générale, c'est pas pour rien qu'on te donne la règle générale après les détails, c'est pour rajouter encore des détails. C'est pas pour rien que je t'ai enseigné la liste, et que je t'ai enseigné, la règle, le principe. C'est pour ajouter des détails qui ressemblent à la liste, mais par rapport à un principe commun. Et c'était quoi le principe? Rappelez-moi le principe de Zéaklal. Bravo. Kol she'en kamoa haya harezu terefa. Toute bête qui, en étant
atteinte par l'un de ses, dans l'un de ses organes vitaux, tel ou tel qui ne figure pas dans la liste précédente, terefa. D'accord? Mais j'aurais dit, tu veux savoir, qu'est-ce que ce klal me rajoute? Il me rajoute des éléments qui ressemblent aux éléments précédents. Comme par exemple, nakouvé. Ou bien, pasouké. C'est quoi nakouvé? Bravo, nekev. Aujourd'hui, quand vous allez avec le Rav-Kav dans le bus, n'est-ce pas? Vous donnez votre petite carte Navigo, là. Qu'est-ce qu'il fait avec votre Rav-Kav? Le chauffeur du bus, avec sa pointeuse, sa poinçonneuse, qu'est-ce qu'il fait? Il poinçonne. Il fait ce qu'on appelle nekev. Oui, mais à l'époque. Nekev. C'est quoi Nekev? Il vous fait un nikouv. Moi, je suis d'ancienne génération. Un nikouv, ça veut dire quoi? Il te fait une petite perforation dans ta carte de bus. D'accord? Comment ça s'appelle? Nikouvim. Des trous, des perforations. Eh bien, là aussi, nakouvé, ça veut dire on a des problèmes de terefa à cause du nekev. Par exemple, donnez-moi un exemple, s'il vous plaît. Non, un exemple de la première Mishnah. Le véchet qui est troué, ou bien le poumon qui est troué, ou bien le cœur qui est troué. Mais Kitsour, on a vu des cas de figure de terefa à cause de nakouvé, à cause du nekev. Ou bien on a des cas de pasouké. C'est quoi pasouké? Rompu, sectionné. Donnez-moi un exemple. Le canet, par exemple. La trachée qui a été rompue plus que la majorité, jusqu'à 51%. Ou bien la colonne vertébrale, par exemple, on avait vu la moelle épinière qui est sectionnée. Hazak. Donc, dès qu'on a pasouké, dans certains cas, it's not good. Alors maintenant, le Tana a dit, le Tana s'est dit, je crains fort que les gens s'autorisent la luxation du col du fémur. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, ça ne ressemble ni à nakouvé, ni à pasouké, ni à natoulé. Natoulé, par exemple, c'est quoi natoulé? Le foie, ablation totale du foie, par exemple. Pas cachère. Mais les gens, ils vont dire, ici, le fémur, il est toujours là. Nachon, il est déboîté. 2 secondes. Il est déboîté. Mais il est là. Donc, ça ne ressemble ni à nakouvé, ni à pasouké, ni à natoulé. Donc, c'est bon. Alors, les gens, qu'est-ce qu'ils vont croire? Que s'il y a une luxation du fémur, qui s'est détaché complètement du col, ils vont croire que c'est cachère, parce que ça ne ressemble en aucun cas à tous les cas de figure précités dans la Mishnah avant qu'elle n'ait donné le klal. Car ce que tu dois rajouter par le klal doit ressembler au prat. Tu dois rajouter par le klal ce qui ressemble au prat. Mais dans les pratim, tu as ou des nekouvim, ou des pasoukim, ou des natoulim. Mais tu n'as pas un cas de luxation du col du fémur. Donc ça devrait être cachère. Le Tana a dit, je crains fort que les gens tombent dans ce piège, alors j'écris une nouvelle Mishnah. Dans la Mishnah nouvelle, j'écris Velu kesherot. Voici ce qui est kasher. Tatati tatata. Je t'ai écrit le col du fémur? Dans les kashers, non. Eh bien, tu as compris que ça fait partie des natoulim qui sont interdits. Voilà ce que je voulais que tu comprennes. Velu kesherot davka. Ça, c'est Rish Lakish. Rish Lakish, il dit que c'est comme ça que je comprends la Mishnah. Velu kesherot, le deuxième, davka. Ce qui est écrit dans cette Mishnah, c'est kasher. Ce qui n'est pas écrit dans cette Mishnah n'est pas kasher. On a voulu quoi t'exclure de la liste du kasher? Shaf midurte. Voilà. Alors, très bien. Maintenant, Rish Lakish, excuse me. Rebbe Rish Lakish. Alors, pourquoi il y a écrit Elou terefot? Elou, c'est précis. Voici la liste des tarefs. Il te dit non. Agave. Par symétrie. Comme à la fin, on devait écrire Ve'elu kesherot. De manière précise. Voici la liste exhaustive de ce qui est kasher. Ce qui ne figure pas dans cette liste n'est pas kasher. Alors, on a dû écrire le Elou
Et Lou, même dans la première Mishnah, juste par symétrie, mais pas pour une précision quelconque. C'est une symétrique qui n'est pas symétrique. Hein. Comment? C'est une symétrique qui n'est pas vraiment symétrique. Ah, lèche. Un global et un précis. Donc, oui. Ça te dit que chez lui, la symétrie, c'est que dans la forme, pas dans le fond. Oui, mais on a compris. Eh ben, c'est ça. On rame. Vous avez compris que la symétrie, c'est que par rapport au style de rédaction. Donc, bien que ce n'est pas précis dans le fond, mais on avait besoin que ça ait la même forme, uniforme. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Cette uniformité des Mishnayot, vous savez pourquoi c'est comme ça? Bravo. Parce qu'on apprenait par cœur et il fallait que ce soit facile à mémoriser. Donc il faut que la rédaction soit fluide. Ok les amis? Goufa. Quand est-ce qu'on emploie la terminologie Goufa? Lorsqu'on reprend un sujet qu'on a déjà vu précédemment, comme ici. Amar Avmatna, Haibuka de Atma, de Shaf Midurte Terefa. Verava Amar Keshera. Ve'iv Siknive Terefa. Ouh là là. On nous donne ici une précision qu'on n'a pas vue précédemment. Avant, on avait vu Marloket Rabbi Yochanan et Rish Lakish qui étaient diamétralement opposés. L'un disait que luxation du fémur, quand ça s'est déboîté, Taref, c'est Rabbi Yochanan. Pardon, Rish Lakish, bravo. Rabbi Yochanan disait Kacher, Nachon. Maintenant, on va voir que Rava dit comme Rabbi Yochanan que c'est Kacher, mais il dit attention, pas toujours Kacher. Parfois oui, parfois non. Quand est-ce que c'est Kacher? Lorsque c'est encore relié par un guide. C'est quoi le guide? Il y a un nerf. Il y a un nerf qui relie le fémur au col du fémur. Tant qu'il y a encore un guide, alors c'est Kacher. Mais s'il y a eu rupture du guide, dans ce cas-là, pas Kacher. D'accord? C'est quoi guide? Un nerf. C'est neurologique. Non, c'est un nerf. Ça soit visible. C'est un tendon. Il y a une photo. Écoutez le médecin, il a dit c'est un nerf. C'est un nerf, c'est un nerf. Et le nerf ne pas. C'est les tendons. Oui, c'est les deux, mais ici c'est les nerfs. C'est un nerf. Arrêtez, il a les ailes. Rachid dit. Regardez Rachid. Rabbi, c'est tendons, c'est nerfs, c'est ligaments. Tout ça, ça s'appelle guide. Regardez Rachid, Nivé, guide, Sheberosho, Shemehoubar, Bahor, Vekatanhu, Meod. Il est très petit ce nerf. Très bien les amis. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est-à-dire que d'après la halakha d'Agmara qui tranche, elle dit que c'est kasher même si ça a été coupé, sauf si il y a eu vraiment une putréfaction du nerf. Regardez ça. Je vous dis comme ça. Les filles à Girsa, les fanenu bagmara, mashma sheravmat namatrif, afilu imlon ifsakagid. Vimken rish lakish sover keravmatna, matrif, afu bemikreze. Les Rabbi Yochanan marchir. La Gemara possède qu'est alacha que Rabbi Yochanan chez kasher, aad sheirakev agid, chez Asgam Rabbi Yochanan modé chez Itrefa. Ça veut dire que, d'après Rabbi Yochanan, la halakha est comme lui d'ailleurs, et c'est ce que la Gemara était possède, mais elle dit qu'il y a quand même une limite. C'est pas dans tous les cas de figure que Rabbi Yochanan va cachériser cette bête. Il va dire qu'elle est cachère que dans la mesure où le guide n'est pas pourri. Même si le guide est sectionné, c'est encore cachère, mais s'il a pourri, donc il n'y a plus de récupération possible, finish, et par conséquent, elle est terefa. C'est comme ça. Une question. C'est caché si le nerf est putréfié. Moi, j'ai la chance d'avoir une Gemara. De nos jours, c'est pareil. J'ai la chance d'avoir une Gemara qui est avec un dessin. Et regardez ici, les guidim
On voit ici les guidim qui relient le fémur au col du fémur. C'est très très bien fait. Ok. Parce qu'avec la science, on peut remplacer des guidim, mais Ça, on l'opère, on va lui faire une chirurgie esthétique. dès qu'il est Je pense que malgré tout, dans l'état où elle est, sans intervention externe, elle mourrait. Donc, c'est pas parce qu'on peut faire une opération que... Hein? Oui, ça, les guides. Au contraire, si elle est réparable, si elle a été Nivée. elle a été opérée, Ouais. on peut la consommer. Ça ressemble à des ligaments. Ouais. J'ai compris. Et si on a... Ici, regardez Rabbi Yosef, venez voir. Ça ressemble à des ligaments, pas un truc. Et après ça, ils en ont mis un à l'intérieur. Ah, voilà, c'est celui-là, ouais. Ah, d'accord, c'est celui-là. Donc celui-là, tant qu'il n'est pas pourri, c'est bon. Hein? Quand ils se tairont tous, est-ce que je peux poser une question, Bevakacha? Toda, taisez-vous. Encore, je serai plus dur après. Une chose, comment on s'aperçoit le déboîtement, le nerf, si on n'a pas déjà tout ouvert la bête et tout? Comment on fait? Si on fait juste la chita. Vous avez posé une belle question, mais vous-même, vous allez répondre. Répondez vous-même. Après la shrita avec Tu loues. Alors, taisez-vous, je vais faire la shrita. Sieket. Et tu vois qu'il y a un développement du col du fémur. C'est relié, Voilà. ma chère. Voilà. Il vous faut juste un peu plus d'imagination et c'est terminé. Merci de votre silence, docteur. Le déboîtement de la hanche, il est visible. Il y a tout qui sort. Comment? Donc c'est même si un type est aveugle, il le voit. Mais il dit, la Torah dit qu'il faut un morceau du ligament. Ça sert rien à voir, c'est à l'intérieur. ça. Eh ben, c'est à l'intérieur, moi je te parle. Mais le truc, tu le vois. C'est à l'intérieur. Même si c'est sectionné, Moi je mets une enquête. ça n'empêche pas. des choses. Elle est très bien à mourir. Tu verras pas la différence. Une bête qui a un col de fémur comme ça. C'est sûr, c'est Ouais. Rabbi, votre prénom? Rabbi Shalom, vous nous poussez la réflexion un peu plus loin, et c'est vrai que la question doit être posée. Rabbi Shalom nous fait remarquer cette chose-là. Ok, il y a eu déboîtage du col du fémur. D'accord. Du fémur. Mais, ou bien même s'il y a eu putréfaction du nerf, du guide, seder. Alors maintenant, Rabbi Hanan dit, tant qu'il n'y a pas eu de comment on appelle ça, de putréfaction du nerf, Zebe Seder, pour Rish Lakish, c'est Tréfa. La question est de savoir, est-ce que cette bête, elle peut survivre ou pas? Apparemment, cette mahloket ne devrait pas exister. Parce que si la règle étant que c'est une question de viabilité de la bête, alors c'est soit qu'elle est viable, soit qu'elle n'est pas viable. Si elle est viable, pourquoi Rish Lakish dit Taref? Si elle n'est pas viable, pourquoi Rabbi Hanan dit Kacher? Il y a ici un problème de fond. Nachon? Mais alors, la question, le sens de la question, c'est comment il pourrait y avoir une mahloket dans la metsiout, une mahloket dans la réalité. Alors comment se fait-il qu'il y a une mahloket là? Donc c'est le listing. Tu es obligé de dire qu'il y a un listing. Mais non. Non, c'est où elle va vivre, où elle va pas. Elle est viable cette bête, puisqu'on a vu des trucs beaucoup plus. Si elle est viable, alors comment elle peut être Terefa? Oui. C'est quoi la règle? C'est Aklal. Hein? Si le nerf commence à se putréfier, ça veut dire que la bête risque de... Ça commence par le nerf et ça va descendre. Dans ce cas-là, même Rabbi Hanan est d'accord que c'est Taref. On l'a vu. Maintenant, ma question, elle est dans le cas où le nerf n'est pas putréfié. Dans le cas où le nerf, par exemple, même, il n'est que... C'est-à-dire, il est encore même relié. On avait vu que d'après Rish Lakish, déjà, elle est Tréfa. Même sectionné, c'est bon. Sectionné, c'est bon d'après Rabbi Hanan. Et c'est pas bon d'après Rish Lakish. D'accord? Encore une fois. Sectionné ou pas sectionné, ça change rien. On a toujours une marloquette. La question est de savoir comment il peut y avoir une telle marloquette. Mais la réalité, elle est une. Où elle peut survivre, ou elle ne peut pas survivre. Alors comment il pourrait y avoir une discussion entre nos maîtres par rapport à quelque chose qui dépend de la réalité physique et scientifique? Si on prend le cas de la mâchoire, la fleur qui est tombée, alors on peut de la manger et elle est cachère, celle-là. Alors, calva romer, pour celle
qui boite. Alors pourquoi il y en a un? Alors pourquoi, justement, vous renforcez la question? Ben oui. Donc c'est pas une question de... Non, tout dépend des régions, peut-être. C'est une question de viabilité. Alors, C'est pas une question de... Rabbi Yosef, j'aurais bien voulu dire comme ça, mais ça marche que d'après Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael qui avait dit que, en effet, toute la notion de tréphot, c'est pas une question de viabilité, c'est une question de halakha le Moshe Misinaï, qui nous dit, ça rentre dans le cadre du taref, ça rentre dans le cadre du kasher. Donc on n'est pas du tout dans la science. On n'est pas dans la science. On peut répondre aussi. Tant que le truc n'est pas pourri, il y a une possibilité de régénération qu'elle reprenne le truc. Tant que c'est pourri, c'est cuit. À ce moment-là, elle ne peut plus marcher, et à ce moment-là, elle est en danger de mourir. Voilà. J'attends ça aussi. Tu peux te retourner aussi. Même pour la nature. Rabbi Yosef. Reprenons. D'après Rabbi Ishmael, c'est beaucoup plus simple. Est-ce que nous, on parle d'après Rabbi Ishmael? De tout le monde. On ne parle pas d'après Rabbi Ishmael. Nous, on parle de notre Mishnah. Dans notre Mishnah, on n'est pas du tout dans l'histoire d'une liste précise. On est dans une règle. Viabilité ou pas. Alors, si c'est une question de viabilité, comment il peut y avoir une marloquette? Il n'y a pas de marloquette. Bien sûr. Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Rabbi Yochanan dit kasher, Rabbi Rish Lakish dit taref. Quand le nerf est pourri. Ok, mais dans lequel... Les deux, ils sont d'accord, d'accord? Bon, on parle ils sont d'accord quand c'est pourri. Donc, à ce moment-là, c'est cuit. Là, les deux, ils sont d'accord pour dire elle n'est pas viable. Alors, on parle de là. À ce moment, on dit que si c'est pourri, le nerf, il ne peut plus être régénéré. S'il ne peut pas être régénéré, il n'y a pas une possibilité de réfoie pour elle. Là, il te dit, la réfoie, elle est tellement longue qu'elle attend de crever. Et là, tu as dit, la réfoie, elle est possible, donc c'est bon. Ah, c'est tout. Tu vois la différence? Rabbi Yosef, ça c'est dans le cas où tout le monde est d'accord, on ne discute pas. Notre question est par rapport au cas où ils ne sont pas d'accord. Oui, c'est une question de comment ils voient l'évolution de la récupération. Un, il te dit c'est pas suffisant pour qu'elle soit viable, et un, il te dit c'est suffisant pour qu'elle soit viable. C'est une médecine. Mais c'est une médecine. C'est une médecine, Baba. Oui, c'est une médecine, mais c'est une manière de voir. C'est une manière de voir, c'est où? Il n'y a pas de... Tu dis que quelqu'un est viable. D'accord, il est viable, mais ça c'est pas comment. Tu dis comment il est viable ou pas. S'il est viable tout de suite, faut que tu l'aides, tu vois. Si tu as besoin de l'aider et après c'est bon, ça s'appelle viable. Si le type il a dit je t'aide pas, je te laisse comme ça, tu n'es pas viable, si on ne t'aide pas, tout dépend des régions. Alors vous essayez de répondre. J'ai essayé de répondre, évidemment. Alors, mais la manière comment vous parlez comme s'il n'y a pas de question. Je répète. Vaut mieux. La question ici, vous l'avez comprise. Vous avez compris la question. Ça veut dire que si c'est un problème de viabilité, comment est-ce qu'il pourrait y avoir une discussion entre les hachamim par rapport à un problème physique? Si on est d'accord sur le principe que si physiquement elle n'est pas viable, ça s'appelle terefa, alors cette bête-là, avec le problème du col fémur, elle est viable ou pas? Si elle est viable, alors pourquoi Ishlakish dit taref? Si elle n'est pas viable, pourquoi Rabbi Yochanan dit kasher? C'est ça la question. Alors, vous avez essayé de répondre et je voudrais essayer d'apporter de l'eau à votre moulin. C'est-à-dire que peut-être que la discussion, elle est de savoir lorsqu'une bête, à long terme, elle ne sera pas viable. À court terme, elle peut quand même tenir. La question est de savoir quelle est la mesure de la dose de viabilité. Quel est le niveau de viabilité? Ça veut dire qu'il y a quelque chose, par exemple, qui tue la bête immédiatement. Une balle dans la tête, elle meurt immédiatement. Il y en a une qui va survivre pendant 12 mois. Il y en a une qui va survivre pendant plus que ça. Alors, on peut dire, par exemple, un défaut qui, tôt ou tard, va tuer la bête. Ce genre de défaut, c'est sûr que ça va être la cause de la mort de la bête. Ça ne va pas être immédiat. Ça va prendre du temps. Mais ce problème va gagner la bête. Il va la tuer. Il est possible que c'est à ce niveau-là qu'il y ait marloquette entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Rish Lakish dit
on va commencer par Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit, c'est vrai que ce problème-là est un problème, mais l'effet est tellement lent, tellement ralenti au niveau de la mort de la bête, que je ne peux pas considérer ça comme étant tréfa. Rish Lakish, qui est plus strict, va dire que c'est vrai que ça n'a pas un effet immédiat, mais on le sait que le processus a commencé déjà. Et à très long terme, c'est ça qui va être la cause de sa mort. Et c'est peut-être suffisant pour la considérer tréfa. C'est une tentative de réponse. Je ne suis pas sûr que ce soit ça la réponse, mais tentative. Donc on essaye de répondre. Et maintenant, alors normalement on dit que c'est 12 mois. Parce qu'il faut se représenter une bête, un ruminant, qui a une difficulté de la patte arrière, quand il doit courir pour simplement aller chercher de l'herbe à pâturer, c'est sûr qu'elle va s'user plus que de raison que les autres. Très très bien. Eh bien Rabotai, on a terminé un sujet, passons à un autre sujet. Hein? Adkama Tersa. Passons maintenant à un autre sujet, 2 points. On avait appris dans la Mishnah que la garguerette, c'est quoi la garguerette? La trachée. On avait dit que si la trachée est perforée et qu'il y a un trou, eh bien le trou est tolérable jusqu'à un certain niveau. Combien? Hadissar et Talki. Rashbag nous a dit qu'à partir du moment où la surface du trou correspond à la surface d'une pièce qui s'appelle le Issar italien. Amar Zerire. Zerire, c'était un rave qui s'appelait Zerire. Lui va dire... Ça, c'est l'ancienne? Ouais. Vous la voulez? Ouais. Mettez-la sur la table, s'il vous plaît. Amar Zerire, Atun de l'omit hamelechon shi'ura, shi'ure bedinara kordenaa. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un pays ou une ville qui se trouvait dans les montagnes de ce qu'on appelle Hare Ararat, l'Everest. Là-bas, il y avait une région qui s'appelait Cordina. Les pièces de monnaie qui circulaient dans cette région de Cordina s'appelaient dinar Cordina. Le dinar de Cordina. D'accord? Alors il lui a dit, c'est exactement la même surface que le Issar italien. Je sais que tu n'as jamais vu la pièce de monnaie Issar italien, pour ça que tu n'arrives pas à t'imaginer le trou. Eh bien, mais une chose que tu as l'habitude, c'est le dinar Cordina. Et la Gemara dit, ok, ça c'est pour eux. Et nous, c'est quoi? Il dit, Ve'ave ki pshita zutreta. Ou mishtakha bene pshite de pumbadita. Eh bien, en fait, c'est la petite pièce de monnaie qu'on appelle pshita, les pshutim, qu'on trouvait parmi les pshutim de Pumbadita. Dans la ville de Pumbadita, on avait là-bas des pshités. C'est quoi pshité? C'est des pièces de monnaie. Amar Rabbi Hana Petoraa. Rabbi Hana, qui était Petora. C'est quoi Petora? La traduction en araméen de Petora, c'est Shulhan. Alors c'est quoi Petoraa? Un Shulhani. C'est quoi un Shulhani? C'est un changeur d'argent. Vous donnez des dollars, il vous donne des euros. Vous donnez des shkalim, un bureau de change. Alors, Petora, c'est le change. Celui qui est Shulhani, celui qui est le changeur lui-même, s'appelle Petoraa. Amar Rabbi Hana Petoraa, Raïla Minai Hava Ka'e Barnafha. Il y avait un jour, Barnapaha, c'était Rabbi Yochanan, on l'appelait Barnapaha parce que le père de Rabbi Yochanan, il était forgeron. Un napah. C'est quoi un napah? Forgeron. C'était quoi le métier du père de Rabbi Yochanan? Napaha. Alors un jour, Barnapaha, le fils du forgeron, c'était Rabbi Yochanan, s'est retrouvé une fois sur moi. Illa minai. C'est-à-dire quoi sur moi? C'est à côté de moi.
Donc je vous le traduis littéralement, juste pour que vous compreniez parfois, la Gemara s'exprime ainsi. Quand quelqu'un est debout, à côté de quelqu'un qui est assis, alors celui qui est debout, il est plus élevé que celui qui est assis. Alors on s'appelle il est sur moi. Amar Rabbi Hana Petoraa, Ila Minai Hava Kae Barnapaha. Au-dessus de moi se trouvait Barnapaha, c'est-à-dire Rabbi Hanan était debout et moi j'étais assis en train de travailler. Je travaillais, c'était quoi mon travail? Non. Mon travail? Changeur. J'étais Petoraa. Ubaha Minni Dinara Kordinaa, les Shaharebe et Trifta. Il est venu chez moi, il m'a dit, Mister Changeur, est-ce que tu as, s'il te plaît, un dinar cordina? J'ai envie de voir la taille du dinar cordina, pour mesurer avec ça le trou qu'on a trouvé dans la trachée. J'ai envie de faire passer la pièce là-bas, si elle passe, c'est pas caché. Ou Bahel Mika Mikame. Dès qu'il est arrivé, j'ai vu Rabbi Hanan, j'ai voulu me lever. Devant un Talmid Chacham, on se lève. Alors j'ai voulu me lever. Qu'est-ce que me dit Rabbi Hanan? Amarli, Shev Beni, Shev. Assieds-toi, mon fils, assieds-toi. En Baale Umanuyod Rashaim La'amod, Mi Pene Talmide Chachamim Beshara She'asukin Bimlachtan. Un ouvrier n'a pas le droit de se lever au milieu du travail. Pourquoi? Car c'est une perte de temps et de concentration par rapport à l'employeur. C'est du vol. Regardez s'il vous plaît, Rashi Akadosh au milieu de la page. En ba'aleu manuyot haoskim bimlechet acherim vehu shulchani haya. Il dit, toi tu étais un changeur. Mistaker beshel acherim le mechetza. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça marche? Les gens viennent et ils disent au changeur, moi je dépose chez toi de l'argent. Toi tu vas travailler, moi je vais investir. Il y a un investisseur et il y a un employé, en fait un associé employé. C'est-à-dire que l'un donne sa main-d'œuvre et l'autre donne son argent. Entre les deux, on va avoir un bénéfice qu'on va se partager. Moi, je vais prendre 50% du bénéfice et l'investisseur 50% du bénéfice. Le problème, c'est que l'investisseur, lui, s'il donne à quelqu'un qui ne travaille pas, eh bien, il a perdu son argent. Moi, j'ai investi de l'argent, pas pour qu'il dorme. Je voudrais que cet argent travaille. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à te lever devant les gens. Par politesse, par kavod, pour le Talmid Chacham, tu te lèves. Chaque Talmid Chacham qui va passer à côté, tu vas te lever, c'est quand que tu vas travailler. Alors la chaï, il n'est pas tour. Il n'a pas à se lever devant le Talmid Chacham. Pourquoi? Parce que ce serait du vol par rapport à l'investisseur. Vetsarich lizaher velatet enav sham. Il doit se concentrer. Ou leishtadel im kol haovrim lishol ma'em tzrichim. Chaque passant, chaque client qui passe par là et qui cherche à changer sa monnaie et lui dit oui monsieur, vous avez besoin d'aide. Vous avez combien d'argent à changer? Ve'achitania betosefta. Hamoshi vethavero b'hanut lemahatzi tzachar im haya uman lo ya'asok be'umanuto lefi she'en einav al hanut b'sha'a she'osek be'umanuto. Une halakha similaire, on retrouve à propos, dans la Tosefta, par rapport à quelqu'un par exemple qui est un artisan. Et maintenant, il a été employé, enrôlé dans un hanout, magasin. Magasin, c'est pas de l'artisanat. Magasin, c'est vendre. C'est du commerce, business. Alors toi, maintenant, tu te fais payer par le propriétaire du magasin. Il te donne un salaire pour le travail. C'est quoi ton travail? Tu regardes les passants. Oui, qui veut acheter des courgettes, des aubergines? Mais toi, en attendant, qu'est-ce que tu fais? Tu es aussi diamantaire, tu travailles en train de travailler sur tes diamants. Tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que quand tu es concentré dans ton travail artisanal, ça porte préjudice financier au propriétaire du magasin. Et même si le salaire n'est pas un salaire par rapport aux heures de travail, c'est un salaire par rapport à un pourcentage. 50%. Tu vas vendre
Tu vas gagner 100, tu vas prendre 50. C'est une commission. Il a une commission en pourcentage. Alors l'autre, il aurait pu dire, c'est pas grave, je travaille pas bien, c'est moi qui perds aussi. Oui, monsieur, tu perds, mais tu fais perdre aussi au propriétaire du magasin. Toi, peut-être, tu n'as rien à perdre parce que tu n'as pas investi. Tu as un manque à gagner, mais l'autre, tu lui fais perdre son investissement. Assourd. Pas le perdre de temps, mais donner de l'argent pour qu'il fasse ce que tu fais et tu 50-50. C'est l'argent, c'est les intérêts. Celui qui regarde les raconte. Vous avez entendu la question de Rabbi Yosef? Vous avez entendu sa question? C'est quoi sa question? Il dit, mais c'est du ribit. Quand on place chez le changeur, on lui prête de l'argent et après il me rembourse plus. Mais c'est du ribit. Mais non, c'est une association. C'est une association. C'est une association sur le travail. J'investis, tu travailles. 50, tout le monde a bien répondu. Bénéfice. C'est ce que j'ai voulu faire en plus avec quelqu'un. Lui, il risque son argent. D'ailleurs, quand les gens veulent prêter avec intérêt et que c'est assourd, ils font ce qu'on appelle heter iska. C'est quoi heter iska? Ils font un contrat d'association, comme quoi on est associé pour un ESSEC. Moi, j'ai investi l'argent, et toi, tu travailles, et on va se partager le bénéfice. Je m'associerai pas avec toi. Ah oui? Je pense que toutes les banques font ça. Mais c'est marrant que celui qui travaille a plus de... On dirait qu'il a plus de riouf que celui-là qui a investi. Mais vous pouvez m'envoyer un petit... Oui, comme ça, je me rappelle. On voit que celui qui travaille a plus de riouf que celui-là qui a investi. Parce qu'on voit qu'il est quand même 50-50 dans l'affaire. Donc pourquoi il devrait ne pas se lever, qu'il est un peu, on va dire, libre? Parce qu'il est 50-50. Pourquoi il ne devrait pas se lever s'il voit un parfum? Pourquoi il va se faire perdre? Oui, mais il est 50-50 dans l'affaire. On est comme deux associés. J'ai répondu avant que vous ne posiez la question. J'ai voulu vous économiser la question, j'ai donné la réponse. Vous n'avez pas voulu prendre l'économie. C'est-à-dire, j'ai posé la question à savoir, mais le bonhomme il dit, mais de toute façon moi aussi je perds. Oui, mais c'est pas parce que toi tu perds, ou un manque à gagner, que tu as le droit de faire perdre l'autre. Toi, Ouman, on t'a donné du travail. Lequel travail? À changer d'argent aux gens. Toi, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de regarder les clients potentiels et de tout de suite aller vers eux et de faire travailler l'argent qu'on t'a donné, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves devant les gens. Eh bien, à ce moment-là, tu as fait perdre de l'argent à l'employeur. Non, parce que j'ai une question qui actualise l'histoire des diamants. Aujourd'hui, dans toutes les entreprises, le niveau d'argent se perd. Bravo. Excellent. Par extension, on n'a pas le droit de répondre à son téléphone. Un employé a un téléphone avec des téléphones personnels. Il n'a pas le droit de répondre au téléphone. Parce que quand tu réponds au téléphone, tu te déconcentres par rapport au travail que tu dois effectuer. Hein? Donc on donne plus d'importance à l'argent que toi. Ils arrêtent de s'engueuler. Non, il a rien ici dans ce qu'il dit. Tu donnes plus d'importance aux prêteurs d'argent. C'est si. Ah oui. Je suis désolé. Oui, mais Tu n'investis rien du tout, tu t'associes, tu n'investis pas. Est-ce que tu as perdu de l'argent? Tu as un employé, tu vas le payer à la fin du mois. Qu'il est travaillé, qu'il n'est pas travaillé, tu vas le payer. Attends, écoute-moi. Quelle est la différence entre un employé et un associé? c'est ça, exactement. C'était ma question aussi. Mais bon, et apparemment, le rabbin il nous a fait économiser la question. Je vous lis le Shulchan Aruch. Écoutez ce que dit le Shulchan Aruch. De business, je suis pas là pour écouter le business moi ici. Si j'accepte d'être associé à ça, c'est qu'il y a autant de droits que moi. Les gens ne sont pas dans les détails de savoir s'il a apporté de l'argent ou s'il n'en a pas. La partie Objectivement parlant, la partie du travail logique, il a apporté de l'argent. Oui, mais personnellement, je me suis mis à 50-50. C'est ça, Écoutez ici le Shulchan Aruch. Muzhar Apoel. L'employé a une injonction. Shelo yevatel me'atkan ou me'atkan. L'employé n'a pas le droit
de se permettre un gaspillage de temps un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Et la hayav le dagdek al atzmo bazzeman. Il doit être précis au niveau de l'exploitation du temps. She'arei hikpidu al bracha revi'it shel birkat Hamazon shelo yevarech ota. Les po'alim, hachamim, les ont dispensés dans Birkat Hamazon de la 4e bracha. Parce que les 3 premières brachot, c'est le Birkat Hamazon authentique, Hazan et Akol, Alaretz vers l'Amazon et Bonnet Yerushalayim. Ensuite, la bracha, la 4e, qu'on appelle la Tov Metiv, a été rajoutée lorsque le Sanhedrin se trouvait à Yavne. Et donc, Hachamim ont rajouté cette bracha, ils ont dit, pas pour les po'alim, pas pour les employés. Vechen hayav la'avod bechol koho. Et l'employé doit travailler de toutes ses forces. She'arei Yaakov Hatzadik Amar, puisque nous voyons que Yaakov Hatzadik, Yaakov Avinu, a dit Ki bechol kohi avati et avichen. Il a dit à Rachel et Léa, j'ai servi votre père, qui m'avait confié le troupeau, je l'ai servi de toutes mes forces. Les fikach natal secharo afba olamazé, shene emar vaifrot saish meod meod. C'est la raison pour laquelle Dieu a béni Yaakov Avinu, même dans ce monde où il a eu une prolifération de son troupeau. Il a eu des troupeaux à profusion parce qu'il s'est donné corps et âme. Hein? Ça c'est le Makor. Ici, ce que je vous ai lu, c'est le Shulchan Aruch, Hoshen Mishpat, Ilchot Srirut Po'alim, Siman Shin Lamed Zayin, Saif Kaf. Et le Makor, c'est le Rambam. Là, c'est employé, employeur. Ça, c'est employé. C'est pas employé. Un associé, c'est pas l'employé dehors. Donc, c'est pas le même Un associé, il n'est pas employé avec l'autre. Bonne question. Je vais le répéter la réponse que j'ai déjà donnée 3 fois, mais ça, ou ça marche ou ça marche pas. Ou ça passe ou ça casse. Alors écoutez là. Ce genre d'associé, c'est un mariage, bravo. Donc il y a exactement un homme et une femme, c'est pas les mêmes. Alors, la même chose ici, mais écoutez jusqu'au bout. Il y a celui qui a investi et qui a donné à l'artisan, qui a donné à l'employé. Il lui dit, écoute, toi l'employé, tu donnes ton temps, moi je donne l'argent. Cette association-là, l'un doit donner le temps comme l'autre a donné l'argent. Il n'a pas le droit de donner moins de temps que ce que l'autre a donné l'argent. Il n'a pas donné le temps, il a son savoir-faire, c'est pas le temps. On joue sur les mots là, c'est pas du tout la même chose. Il a donné un savoir-faire, non. Un savoir-faire et le temps, je peux faire quelque chose en 10 minutes comme je peux le faire en 1 heure. Écoutez, Rabbi, j'ai compris ce que vous dites, j'ai entendu. Mais je vais vous répondre. Un chauffeur de taxi qui est associé, moi je lui donne la voiture. Je lui achète la voiture. Je donne les moyens. Moi, écoutez ça. Je lui dis, écoute, moi je te donne la voiture, toi tu vas travailler. Et on va se partager la moitié des bénéfices. Est-ce que lui a le droit de dire, moi maintenant je voudrais aller faire la sieste au milieu de la journée? C'est son problème, à partir du moment où il a son rendement. Eh bien non. Je vais vous dire pourquoi c'est pas pareil. Écoutez bien pourquoi c'est pas pareil. Parce que c'est pas comme vous aviez dit, c'est un rendement parce que c'est un savoir-faire. Dans le cas du savoir-faire, comme par exemple, quelqu'un qui doit me faire ce bijou, ça ne me dérange pas qu'il le fasse ce bijou en 1 heure ou en 10 heures. Là, vous avez raison. Mais dans la mesure où plus je suis sur la route avec ma voiture, plus j'ai des... Jamais j'aurais fini, c'est-à-dire que j'aurais tout le temps une possibilité d'aller encore plus vite que cette année, jusqu'au jour même où je ne vais pas bien manger. Je ne suis pas d'accord du tout. Alors écoutez ça. Le changeur. Mais si je travaille 15 heures, c'est un problème. Attendez. Monsieur Rabbi Moshe, écoutez ça. Rabbi Moshe. Rabbi Moshe Hatzadik. Rabbi Moshe Yekiri. Ahuvi. Yedidi. Je comprends. Maintenant que vous m'avez dit ça, je comprends votre émotion. Je présente mes excuses. C'est des choses.
tu capitalises. Ah, mais c'est top. Tu n'as pas trouvé cet argent. Non, mais en tout cas, je suis pas d'accord avec l'idée, mais c'est top. Après, c'est un choix. Mais il va changer la société. Et tu peux, ça ne convient pas. Moshe Rabbeinu. Vous voulez écouter maintenant ou bien vous voulez que parler? Alors maintenant écoutez, et vous continuez. Laissez un petit créneau, un tout petit créneau. Pas la voiture, un changeur. Je lui donne de l'argent. Il est là pour changer. Il y a des clients qui passent par là. Lui, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il répond au téléphone. Le client est passé, on a perdu un client. Ce client-là, il était venu avec 50 000 $. D'accord? Juste au moment où lui répond, où il se lève devant les gens par kavod. Eh bien, maintenant, est-ce qu'il a porté préjudice à l'investisseur, oui ou non? Oui. Non, mais c'était des faux dollars. Mais regarde, je ne peux pas dire qu'il a porté préjudice. Excusez-moi, dans quel esprit je me place? Dans l'esprit où chacun est responsable de ce qu'il a à faire. Quand on a associé dans quelque chose, chacun a une responsabilité qui est bien impartie. Moi, je sais que mon travail, je vais bien le faire. Lui, il va apporter de l'argent pour que moi, je fasse bien mon travail. Vous êtes d'accord? J'estime maintenant, donc j'ai libre arbitre de faire bien mon travail. Si j'ai répondu au téléphone, c'est que j'avais une bonne raison d'y répondre. Ça ne veut pas dire que pour autant, si j'ai perdu ce client-là, je ne vais pas en retrouver deux derrière. Ou je vais pas... Parce qu'un client perdu, c'est... Parce qu'on aurait pu avoir les 3 clients. On aurait eu les 2 d'après, plus celui-là. C'est toujours de la perte. Pour le propriétaire, c'est toujours de la perte. Parce que quand on lui a fait manquer celui-là, il aurait pu avoir 3 clients et il n'a que 2, bah, dès qu'il a perdu. Ça s'appelle, comme on vient de lire maintenant, quelqu'un qui ne travaille pas sérieusement. Alors, on continue les frères et les amis. Maintenant, on va continuer. La Gemara dit comme ça. Vélo, ah bon, faut pas se lever devant les hachamim. Pourtant, c'est écrit Vehat Naan. Kol ba'ale umanuyot omdim mipenehem veshoalim bishlomam veomrim lahem achenu anshe makom peloni boachem le shalom. À l'époque où on apportait les bikurim, eh bien, les gens venaient de toutes parts d'Eretz Israël avec des fruits, des 7 fruits de Shiv'at Aminim. On arrive à Yerushalayim au Beth Amikdash, chacun avec sa corbeille de fruits. Eh bien, qui est-ce qui les accueillait? Les habitants de Jérusalem. Ils voyaient les gens qui avaient fait tout ce parcours à pied, ou à dos d'âne, ou à dos de chameau, et ils ont fait comme ça des jours et des jours de voyage. Enfin, ils arrivent à Yerushalayim. Qui est-ce qui les accueillait? Les Jérusalemites. Bruchim Abbaim, Anshe Peloni, Mimakom Ploni. Ah, vous venez de Natania, vous venez de Ashdod, de Naharia. Psh, et tout le monde vous applaudit. Quel accueil chaleureux. Il déroule le tapis rouge. Vous savez qui est-ce qui se levait? Même les Baalé ou Manouyot. Les gens qui étaient là, en train de travailler, comme on vient de dire, des ouvriers, eh bien, ils doivent se lever devant les Baalé Bikurim. Boachem les Shalom. Alors tu vois que oui, ils ont le droit de se lever. Comment tu m'as dit, on ne se lève pas devant un Talmid Chacham? C'était pas tous les jours. Ça n'arrivait pas tous les jours. Ça fait partie du travail. Les frères et les amis, si la mitzvah arrive tous les jours, qu'est-ce que ça change? Imaginons qu'on avait des Baal Bikurim qui venaient tous les jours. D'accord? Il y a un Baal Bikurim qui arrive aujourd'hui. Il y a un Baal Bikurim qui arrive demain. Et qui arrive pendant toute la période entre Shavuot et Sukkot. C'est le Zman des Bikurim. Tous les jours, j'en ai un. Eh bien, la réponse, elle n'était pas bonne. Regardez la bonne réponse. Amar Rabbi Yochanan, mi penehem omdim, mi pene talmidei chachamim en omdim. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a une takana spéciale par rapport au Baal Bikurim. Mais pas par rapport au Talmidei Chachamim. Eh bien, c'est là que nous avons la différence. Incroyable comme réponse. La Gemara nous dit, devant ceux qui apportent les Bikurim, oui. Devant les Talmidei Chachamim, non. Et pourquoi? On va voir tout de suite 2 raisons. Amar Rabbi Yossi Baravin, bo ur'e kama haviva mitzvah beshata. Viens voir combien une mitzvah en son temps, combien elle est importante. On se lève devant ceux qui apportent les bikurim, qui sont en train d'accomplir la mitzvah du temps. Et pas devant les talmidei chachamim.
Ça veut dire quelqu'un qui est en train de faire sa mitzvah actuelle, il atteint un sommet sur le plan spirituel qu'il mérite qu'on s'arrête pour lui. Mitzvah bishata, c'est plus qu'un Talmid Chacham. C'est comme ça que la Gemara a cru comprendre. Alors la Gemara réfute cette raison, elle dit pas du tout. Peut-être pas du tout. Mimai, qui te dit que c'est ça la raison? Il se peut qu'en fait, on ne faisait ça que pour encourager les Baalei Bikurim à faire leur mitzvah. Pourquoi? Parce que s'ils vont voir de l'indifférence par rapport aux gens de Jérusalem, qui sont les habitants locaux, alors eux, personne ne dit Baruch Haba, personne ne les accueille chaleureusement. Alors ils disent, cette ville-là de Jérusalem, je l'aime pas beaucoup. On va là-bas, personne ne te regarde. Alors, c'est la raison pour laquelle les Baalei Bikurim risquent d'être dissuadés. Alors, c'est pour ça que Hachamim ont fait une takana, ils ont dit, attention, dès que tu vois un Baal Bikurim, tu lui déroules le tapis rouge, tu lui fais du chichi. Pourquoi? Comme ça, tu vas l'encourager à faire la mitzvah des Bikurim. Sinon, l'année suivante et les années suivantes, il ne reviendra plus. Nimtseta marchilan le atid lavo. Pour le atid, ils vont plus faire la mitzvah. C'est la raison pour laquelle il faut être chaleureux et accueillant et cordial. Il faut l'expliquer, il faut le choyer, qu'elle kiffe de retourner à la synagogue. Vous entendez? Écoutez ça, répétez ça, c'est très important. Gabi est responsable. Ouais. Non, j'ai dit tout simplement que quand on reçoit quelqu'un qui vient pour la première fois ou qui commence à venir à une synagogue, il faut toujours l'entourer, toujours le choyer, toujours s'intéresser à lui. À partir du moment où il se fait plaisir, il dit quel kiff d'aller à la synagogue. Moi, il va revenir. D'accord, on va choyer. La première fois. La première fois, jusqu'à ce qu'il rentre dans le rang. Le principe des... On va te nommer et dire qu'il venait pour le mois, pour le Chodesh. Même que le Chodesh est déclaré, on leur faisait Kavod et tout ça. Bon, alors Rabotai, je vais vous saluer en souhaitant Shavua Tov. Ce soir, c'est la fête de Tu Bishvat. Donc Mincha à 16h40, suivi de la fête avec les brachot, suivi de Harvit. Il va y avoir une petite surprise très sympathique. Et donc, je peux vous dire que ça vaut la peine de venir. Et demain également. Ce soir et demain. Ouais, alors il y a les locaux. Il n'y a que les privilégiés qui le savent pour aujourd'hui. Et les autres, les Baalei Bikurim, c'est pour demain. C'est les mêmes, hein, là. Ouais. On peut venir deux fois. Oui, exact. Bien sûr. Et quoi? Je ne suis pas là demain.